Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va voir euh, un item important dans l'interprétation de l'électrocardiogramme. Dans les électrocardiogrammes pathologiques, on va voir aujourd'hui les syndromes coronariens aigus. Comme vous le savez, la prise en charge des syndromes coronariens aigus comme urgence vitale est une étape importante dans les urgences en général et cardiologiques en particulier. Ça rentre dans le cadre global de la prise en charge des douleurs thoraciques et équivalents. Les différentes formes cliniques de la maladie coronaire débutent par l'angor d'effort, c'est-à-dire la douleur à un certain effort, et l'aggravation de la maladie peut aboutir à des douleurs de repos qui se voient lors des syndromes coronariens aigus, témoins d'une instabilité de la maladie coronaire. À une autre étape, on peut avoir un retentissement sur le myocarde avec dysfonction des ventricules, avec signe clinique de l'insuffisance cardiaque, un type de dyspnée, voire même aboutir à la mort subite, brutale. Pour les syndromes coronariens aigus, on a l'ancienne classification, il y a des années, on travaillait avec l'ancienne classification répartissant la maladie coronaire en angor, c'est-à-dire angor d'effort, et la coronaropathie instable en angor instable et infarctus du myocarde, avec des définitions précises qui restent toujours d'actualité, mais on avait beaucoup de différenciés initialement. C'est pourquoi la coronaropathie instable a été regroupée sous le terme des syndromes coronariens aigus en deux entités: syndrome coronarien aigu sans sus-décalage segment ST et syndrome coronarien aigu avec sus-décalage segment ST. Comme déjà dans la définition on entend, sus-décalage sans sus-décalage, c'est-à-dire c'est l'électrocardiogramme qui va faire la part des choses entre ces deux type de syndrome coronarien aigu. C'est-à-dire, devant une douleur thoracique, un patient qui vient aux urgences pour douleur thoracique, on fait un électrocardiogramme et la présence ou non d'un sus-décalage segment ST va nous aider à classifier le patient avec, bien entendu, une prise en charge différente selon qu'il y ait ou non un sus-décalage segment ST. L'origine de la maladie coronaire, c'est-à-dire, c'est la présence de facteurs de risque. On a le stress, l'obésité, la dyslipidémie, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, et bien entendu, tout ça, ça va aboutir à la formation de la plaque athéroscléreuse et ses éventuelles complications. Il ne faut pas oublier d'autres facteurs de risque qui sont assez importants, là, l'hérédité coronaire, qui joue aussi un rôle important. Un petit rappel anatomique: les ostiacoronaires naissent de l'artère ascendante, au niveau du sinus valsalva. On a le sinus gauche, ou le tronc commun qui se bifurque en artère interventriculaire antérieure et circonflexe. On a le sinus droit qui donne naissance à l'artère coronaire droite. Et chaque artère vascularise une région myocardique bien déterminée, avec une segmentation bien précise. La connaissance de l'anatomie est une notion très importante pour utiliser le CG dans la localisation précise. La cascade ischémique, bien entendu, dans l'instabilité coronaire, elle commence par une atteinte de l'artère coronaire, occlusion coronaire. Cette occlusion coronaire va, sur le plan anatomique, donner une dysfonction initialement diastolique, l'activité myocardique, puis systolique. On aura en répercussion, le myocarde ne se contracte pas bien et ne se relaxe pas bien, élévation de pression, remplissage, modification électrique, et sur le plan clinique, on aura l'angor. Ici, une représentation des images de thermographie différenciant un cœur avec une vascularisation normale, circulation coronaire normale. Comme vous voyez, c'est homogène, la circulation est normale, et de leur côté, un cœur où on a une multitude de sténose. Vous voyez que
la circulation n'est pas d'un côté homogène, elle est insuffisante pour vasculariser tout l'ensemble du myocarde. Et ici, c'est dans un contexte que ce soit au repos ou à l'effort. L'athérosclérose, c'est le prime movens de la maladie coronaire. On a différentes étapes d'une artérielle coronaire saine. On peut aboutir jusqu'à la rupture de plaque avec formation d'un thrombus aboutissant à la coronaropathie instable et syndrome coronaire aigu. C'est-à-dire, les différents facteurs de risque vont aboutir à la formation d'une plaque athéroscléreuse avec cœur lipidique entouré d'une chape fibreuse. Sa progression va aboutir à une réduction du calibre de l'artère coronaire, aboutissant à un certain degré à ce qu'on appelle longueur d'effort. Et la rupture de la plaque, à un certain donné, va donner la formation de l'athérothrombose, parce qu'on aura la mise en contact du cœur lipidique qui est thrombogène avec la circulation sanguine, aboutissant à la formation de thrombus et formation d'un syndrome coronaire aigu. Ici, c'est un cœur post-mortem et vous voyez un infarctus localisé de la région apicale du myocarde. Et vous verrez la différence par rapport au myocarde entourant qui est sain. Sur le plan anatomopathologique, la différence entre ST+, et ST-, dans le syndrome coronaire ST+, on a une occlusion totale de l'artère. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a plus de flux en aval. Alors que dans le syndrome coronaire ST-, le thrombus constitué n'est pas totalement occlusif. Il est subocclusif, c'est-à-dire on aura une réduction importante du flux sanguin, mais le flux sanguin continue à passer dans les artères coronaires. Dans la coronaropathie stable, on a une réduction du diamètre coronaire, de telle sorte que lors de l'effort, le débit coronaire n'est plus satisfaisant. Maintenant, on va voir la classification pratique des syndromes coronaires. On a pour un syndrome coronarien donné, c'est-à-dire devant une douleur thoracique, on a soit à l'ECG un sus-décalage segment ST, et s'il est persistant, c'est-à-dire c'est le classique infarctus du myocarde avec ANTQ, et ici bien entendu les troponines sont fortement élevées et ça évoluera vers l'infarctus avec nécrose transmurale, ou on n'a pas un syndrome coronarien sus-décalage segment ST, et ici les troponines sont très importantes pour la prise en charge et la conduite à tenir. C'est-à-dire, d'un point de vue aussi pratique, devant une douleur thoracique, on peut avoir soit élévation segment ST, soit un désordre du segment ST, soit un ECG normal. En cas de décalage segment ST, le diagnostic est clair. Dans les autres cas, l'utilisation des troponines, le premier dosage, voire même un deuxième dosage pour classifier le patient en classique anesthémie, c'est-à-dire infarctus sans ANTQ, encore instable, voire orienter le patient vers un autre diagnostic non coronaire, c'est-à-dire urgence non coronaire ou pas d'urgence du tout en rapport à des douleurs thoraciques. Cette photo, elle est importante parce que elle met en évidence une notion importante de la prise en charge de la douleur thoracique. Un patient qui a une douleur thoracique doit être pris en charge sur place, c'est-à-dire s'il est par exemple comme ici sur son lieu de travail, les équipes de SAMU doivent être contactées, elles doivent se déplacer chez lui, faire comme ils font maintenant un électrocardiogramme et commencer la prise en charge selon que ce soit un syndrome coronaire avec sus-décalage segment ST. Surtout pour le syndrome coronaire avec sus-décalage ST, la prise en charge doit être rapide. La reperfusion coronaire, la désobstruction de l'artère doit se faire le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès la douleur thoracique, il faut qu'il y ait un contact médical le plus rapidement possible, l'introduction du patient dans la chaîne de prise en charge médicalisée, éviter de passer par les urgences qui peut entraîner des retards dans la prise en charge, c'est-à-dire le patient doit soit être thrombolysé sur place, ce qu'on appelle la thrombolyse préhospitalière, soit être acheminé le plus rapidement
vers une salle de cathétérisme, centre de cardiologie interventionnelle pour réaliser l'angioplastie primaire. C'est-à-dire, pour le STEMI, donc on a on a deux options. Le gold standard, c'est l'angioplastie primaire, c'est-à-dire ouvrir l'artère de manière interventionnelle, généralement avec mise en place le plus souvent des stents, soit à défaut, c'est-à-dire si le patient il est à distance d'un centre de cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire son acheminement vers une salle de cathétérisme prendra beaucoup de temps, plusieurs heures. Ici, on préconise beaucoup plus une thrombolyse, idéalement pré-hospitalière, c'est-à-dire là où il est, c'est-à-dire les nouveaux thrombolytiques, principalement par exemple la métallyse. Un exemple ici de l'angioplastie primaire, ça ici c'est une coronaire droite, au niveau du deuxième segment. Comme vous voyez dans les images de droite, c'est-à-dire passage du guide, mise en place d'instant et quand vous voyez l'image à droite en bas, vous voyez le résultat après ouverture de l'artère, récupération de la segment 3 et la bifurcation interventriculaire postérieure et rétroventriculaire, une très belle artère avec un très bon résultat, un flux TIMI 3. C'est-à-dire, il faut ouvrir l'artère le plus rapidement possible. Vous avez ici un exemple schématisé de la prise en charge et de l'angioplastie primaire. Ici, devant une lésion rétrécissant le calibre de l'artère, la technique c'est quoi? On cathétérise l'ostium de l'artère dans un premier temps, qui permettra bien entendu de visualiser l'artère en injectant un produit de contraste, localiser la lésion coupable, c'est-à-dire la lésion qui donne un rétrécissement du flux coronaire, un ralentissement du flux. On fait passer, ce que vous voyez en rouge, un guide d'angioplastie. C'est un guide qui est très fin, de l'ordre de 0,014 mm, qui passe à travers la lésion, la sténose, et qui va en distalité de l'artère. Et ce guide va servir de rail pour acheminer le reste du matériel qui sera utilisé pour ouvrir cette artère, par exemple des ballons coronaires pour prédilater la lésion et par la suite des stents coronaires pour ouvrir l'artère. Ici en jaune, vous voyez le stent qui n'est pas encore déployé, qui est positionné au niveau de la lésion coronaire et à l'aide d'un inflateur qui est connecté, bien entendu, en dehors du patient, à ce dispositif. L'inflateur va donner une pression atmosphérique au ballon sur lequel est serti le stent, qui permettra le déploiement du stent au niveau de la lésion et ça permettra d'ouvrir l'artère. C'est les principes de base. Devant une lésion simple, la procédure est généralement simple, mais il y a des situations où la complexité de la lésion fait qu'on ait recours à d'autres matériaux pour ouvrir l'artère. Ici, c'est une lésion de la coronaire droite qui est assez simple. Après avoir mis en place le stent, on retire le matériel et on contrôle les résultats et généralement on aura une ouverture de la lésion, l'artère redevient perméable et le flux redevient normal, que ce soit au repos ou à l'effort. C'est le gold standard de prise en charge des maladies coronaires. Le seul souci, c'est d'un côté, ça nécessite du matériel, du cathétérisme, du consommable, et d'un autre côté, il faut des opérateurs qualifiés pour réaliser ces gestes en toute sécurité. Son avantage par rapport à la thrombolyse, c'est que le risque hémorragique est beaucoup moindre. Dans ces situations, on n'est pas obligé d'injecter le thrombolytique qui, malgré son efficacité, reste un traitement très agressif avec des risques hémorragiques importants, aussi bien au niveau cérébral
que digestives, avec des accidents hémorragiques, heureusement qui ne sont pas très fréquents, mais généralement, c'est des accidents qui sont redoutables et entraînent souvent une morbimortalité très 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 importante. Ici la fin de la procédure. Après la prédilatation de la lésion, ici on finit par implanter un stent coronaire. Ce stent, si les stents de deuxième génération, par exemple les stents actifs de deuxième génération, sont de très bons stents, mais il faut savoir, c'est une endoprothèse qui restera définitivement au niveau de l'artère du patient. Au fil des semaines et des mois, elle va s'endothélialiser. Il y aura l'endothélium qui couvrira ce stent, mais il faut savoir que même ces stents ont des risques de resténose, de thrombose, qui doivent être prévenus par un traitement médical au long cours. Pour le CG, c'est-à-dire l'objet, bien entendu, de notre discussion, c'est un examen très important, c'est-à-dire il va permettre l'enregistrement externe de l'activité électrique du cœur, primordial, mais indissociable de la clinique. C'est-à-dire un ECG tout seul n'aura aucune utilité. Il faut toujours l'inclure dans un contexte clinique. C'est-à-dire la présence ou non de douleur thoracique peut vraiment modifier complètement le rôle de l'électrocardiogramme. Dans la maladie coronaire, c'est-à-dire devant toute douleur thoracique, il y a une règle. Il faut toujours faire les 17 dérivations, un ECG complet. Ça doit être rigoureux. C'est-à-dire, en plus des dérivations standards, les 12 dérivations standards, il faut faire les dérivations basales, V7, V9, et droite, V3R et V4R. C'est une recommandation. Ça doit être indispensable, parce que si on ne fait pas ça, on peut passer à côté d'infarctus réels. Sur le plan anatomique, généralement, le sous-ducal segment ST, les antennes négatives, pointus positifs, généralement reflètent ce qu'on appelle syndrome coronaire. Sans sous-ducal segment ST, sur le plan anatomique, c'est généralement des lésions serrées subocclusives des artères coronaires. Alors que syndrome coronaire avec sous-ducal segment ST, avec sous-ducal segment ST, c'est-à-dire lésions sous-épicardiques, généralement, il reflète une occlusion totale de l'artère coronaire avec absence de flux en aval de l'artère. Vous voyez la différence. Le ST+, entraîne des lésions plus graves sur le myocarde, bien entendu, dans un laps de temps plus court. Certaines notions nosologiques, il faut savoir dans le segment ST, le sus-décalage, on l'appelle lésion sous-épicardique, le sous-décalage, lésion sous-endocardique. Pour les antés amples positifs, on les appelle ischémie sous-endocardique, alors que les antés négatifs, on les appelle ischémie sous-épicardique. Il faut retenir ces notions parce que c'est issu d'un consensus et ça permet d'avoir, si je peux me permettre, un langage commun. Les différents cas de figure dans le syndrome coronarien sans sous-décalage segment ST, on peut avoir un ECG normal, soit lors de l'ECG, on n'a pas fait en perchétique, c'est-à-dire pendant les douleurs thoraciques, pendant la crise, soit l'ECG, il faut savoir qu'il n'est pas sensible à 100%, c'est-à-dire qu'on peut avoir des lésions coronaires instables sans que l'ECG soit forcément modifié dans le syndrome coronarien sans sous-décalage segment ST. On peut avoir des anomalies du segment ST, surtout à type de sous-décalage segment ST, avec ces différentes situations. Et on peut avoir une inversion des antés, c'est-à-dire antés négatifs quand ils étaient positifs ou positivation des antés négatifs. Il faut savoir que sur le plan électrophysiologique, les syndromes coronariens aigus reflètent des anomalies du myocarde. Principalement, on a l'endocarde et l'épicarde. Et selon la zone touchée par l'ischémie et la nécrose, la région endocardique et épicardique, on aura des modifications
de la traduction électrique de la repolarisation ventriculaire, c'est-à-dire segment ST en T. On a des anomalies électriques ischémiques classées en grade 1, 2, 3. Le grade 1, c'est les anomalies touchant l'anté. Le grade 2, c'est les anomalies touchant le segment ST. Et le grade 3, c'est les anomalies touchant le QRS. Et généralement, c'est des anomalies de type croissante. C'est-à-dire, plus on va vers les anomalies segment ST, plus c'est grave. Et les anomalies du QRS, c'est-à-dire relèvent généralement des ischémies étendues avec stade de nécrose. Pour ce qui est des anomalies grade 1, tout ce qui touche les modifications des anomalies des antés, on a les antés amples positifs, c'est-à-dire ischémie sous-endocardique. On a des antés amples et larges, très larges. On a des antés symétriques et amples, en rappelant que les antés normalement sont positifs, mais elles doivent être asymétriques. C'est un signe de normalité, si je peux me permettre. On a des antés biphasiques, alors qu'à l'état de base, ils étaient positifs normal. On a l'ischémie sous-épicardique avec des antés négatifs, et plus elles sont profondes, plus elles sont témoins d'ischémie. On a les anomalies ischémiques de type 2, qui touchent les segments ST. On a le sus-décalage segment ST avec ses différentes grades en termes d'amplitude, c'est-à-dire d'élévation, et en termes de convexité, de concavité. On a le sous-décalage segment ST. Les plus ischémiques, c'est les plus amples et surtout à caractère descendant. On a les sous-décalages horizontaux et les sous-décalages ascendants. Il faut savoir que le sous-décalage descendant et ample est le plus témoin d'une ischémie plus grave. Les anomalies ischémiques de grade 3, c'est des anomalies qui, en plus généralement des modifications de segment S et en T, associent des modifications du segment ST. On a la classique, les classiques ondes nécrose, les QRS fragmentés, le rabotage et la croissance moins importante de l'onde R, par exemple de V1 à V3. On a des distorsions terminales, et tout cela entre dans le cadre de la cardiopathie ischémique. Schématiquement, dans la dépolarisation normale du segment ST, la présence d'une lésion sous-épicardique touchant, par exemple, un myocarde, sur le plan électrique, va être traduite par un sus-décalage segment ST. Mais à proprement parler, cette lésion sous-épicardique va en réalité baisser la ligne de base réelle, de telle sorte que le segment ST, qui garde son amplitude, mais par rapport à une ligne de base plus basse, on aura l'impression, sur le plan traduction électrique graphique, un sus-décalage. Le courant de lésion sous-endocardique, c'est-à-dire la zone ischémique touchée, c'est beaucoup plus la région sous-endocardique. Ici, on aura, avec un jeu de modification de la polarité, la ligne de base va être surélevée par rapport au segment ST. Et on aura l'enregistrement d'un sous-décalage du segment ST par rapport au PR, qui conventionnellement est considéré comme la ligne de base. Pour le syndrome coronaire ST+, c'est-à-dire sa définition nosologique, c'est un sous-décalage de plus de 2 mm en périphérie. C'est très parlant. Plus de 2 mm en précordial, d'accord. Mais le minimum dans les dérivations frontales, périphériques, c'est 1 mm. Et de V1 à V3, voire même pour certains de V1 à V6, la significativité, c'est à partir de 2 mm. Et l'imaging en miroir, qu'on verra par la suite, est très importante pour notifier cela. Le bloc de branche gauche est une particularité et pris en considération devant une douleur thoracique. Le bloc de branche gauche récent, surtout aigu, comme équivalent à un coronaire ST+.
Sur l'électrocardiogramme, en termes d'analyse de la repolarisation, la localisation et l'interprétation du segment ST et modification ST par rapport au point de J, c'est-à-dire le raccordement de la fin du QRS avec le segment ST, est une notion très importante. C'est-à-dire, c'est à partir de ce point-là qu'on va dire qu'il y a sus-décalage, sous-décalage. Sous-décalage descendant, ascendant ou horizontal. Pour la chronologie des modifications électriques avec sus-décalage, la première heure, généralement, c'est surtout on a des modifications lentées avec ischémie sous-épicardique, sous-endocardique, pardon, c'est-à-dire en T positif ample. Au-delà de la première heure, on aura le sus-décalage, le segment ST, dans le territoire considéré. Au-delà de la quatrième heure, c'est-à-dire généralement autour de la sixième heure, on a l'installation de l'anticule de nécrose qui commence à se creuser. Et généralement, après les 12 heures, on a diminution du sus-décalage segment ST et négatification des anthères avec ischémie sous-épicardique. Mais cette chronologie horaire est variable d'un patient lente en fonction de l'anatomie, de lésion et type de lésion et collatéralité. C'est-à-dire schématiquement, dans la phase hyper aiguë, première heure, première minute, on a un T ample positif, très ample positif, ce qu'on appelle ischémie sous-endocardique. Et c'est vraiment généralement les 30 premières minutes, voire première heure. Après cette phase hyper aiguë, on a progressivement le sus-décalage du segment ST. Ce sus-décalage segment ST, c'est la phase aiguë, elle traduit le courant de lésion sous-épicardique. C'est-à-dire la région sous-épicardique du myocarde, elle est touchée. C'est-à-dire elle est en souffrance. Ça veut dire la réduction du flux, de son flux sanguin, l'absence d'apport en énergie, en électrolyte, en oxygène, va le faire entrer dans une phase de souffrance avec modification de sa polarité. Sur le plan électrique, on aura un sus-décalage des segments ST dans la région concernée, et bien entendu, la plupart du temps, une image en miroir dans le territoire en face. Après, c'est-à-dire au bout de quelques heures, généralement à partir de la sixième heure, on a le commencement de l'installation et du creusement de l'anticule de nécrose, témoin du début réel de la nécrose. Mais il faut savoir que l'installation de la nécrose peut dans certains cas être très rapide. C'est-à-dire au bout, pas de 6 heures, mais au bout d'une heure, 2 heures, tout dépend de la résistance du myocarde, de la présence ou non de collatéralité. Un cas particulier, par exemple, si on a une anticule de nécrose, c'est-à-dire profonde, ample, sans anomalie segment ST dans T, dans ce cas-là, on ne peut pas dater l'infarctus. Est-ce qu'il remonte à une année, plusieurs années, plusieurs semaines, plusieurs mois ou quelques jours? C'est surtout la repolarisation myocardique, segment ST en T, qui permettent d'avoir plus ou moins une idée sur la chronologie. On récapitule. Ischémie sous-endocardique, première minute. Dans la phase aiguë, jusqu'à plusieurs jours, on peut avoir un courant de lésion sous-épicardique, c'est-à-dire sus-décalage segment ST, mais le sus-décalage, généralement, ne doit pas dépasser les 15 jours. Parce qu'au-delà, par exemple, de 15-21 jours, si on a toujours le sus-décalage, il faut évoquer, par exemple, la présence d'un anévrisme du ventricule gauche, post-infarctus. Généralement, de la 24e heure à plusieurs jours, on a une ischémie sous-épicardique en T négative, et généralement, autour de la 6e heure, jusqu'à parfois à vie, on a l'anticule de nécrose. Ici, à travers ce travail, cette formation sur le CGSN en corona aigu, on a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est qu'il faut savoir reconnaître qu'on est devant un syndrome coronaire aigu. Le deuxième objectif, c'est à travers l'électrocardiogramme, localiser l'atteinte myocardique. C'est-à-dire localiser le territoire du myocarde qui est en souffrance
et c'est-à-dire localiser l'artère coronaire probablement coupable. Des définitions importantes sont à prendre en compte. On a des notions nosologiques importantes. L'onde R, c'est la première onde positive. Il y a eu un consensus international de telle sorte que dans n'importe quelle région du monde, on puisse, à travers une nosologie bien précise, se faire comprendre, c'est-à-dire tout le monde atteste que cela, la première onde positive dans un QRS, c'est l'onde R. Par exemple, la première onde négative qui n'est pas précédée d'une onde positive, c'est l'onde Q. Et bien entendu, il y a des définitions d'onde Q. Il y a ce qu'on appelle une onde Q physiologique, c'est-à-dire généralement elle n'est pas profonde et n'est pas ample. Et il y a les ondes Q pathologiques. Généralement, les ondes Q pathologiques sont amples et profondes. En termes de durée, généralement, elles dépassent les 0,04 secondes, c'est-à-dire 1 KO, et la profondeur, généralement, dépasse le tiers de l'onde R, témoignant de l'anomalie. Pour ce qui est de la première onde négative qui est précédée par une onde R positive, on l'appelle onde S. C'est-à-dire comme ici, c'est un QRS. D'accord? Et à travers cela, on peut avoir une définition bien précise du QRS, c'est-à-dire sans voir le CG, sans voir le schéma, c'est-à-dire si je vous dis QRS, petite onde Q, grande onde R, petite onde S, généralement là, il y a un consensus de ça, tout le monde va donner le même schéma. Pardon. Une notion importante à prendre en considération pour l'onde Q, c'est-à-dire c'est la durée de l'onde. Comme on l'a dit, une onde Q physiologique doit avoir une durée moins de 0,0 millisecondes. Schématiquement, c'est-à-dire l'onde Q physiologique a une durée plus courte, et la durée quand elle dépasse les 0,04 secondes, le témoin d'une onde Q pathologique. C'est des notions importantes à prendre en considération. Comme l'onde Q est une notion importante, on a aussi des variantes, c'est-à-dire dans certains cas, on n'a pas d'une onde Q suivie d'une onde positive. On a un complexe complètement négatif, c'est-à-dire on n'a pas d'onde positive, et ce complexe-là complètement négatif, c'est-à-dire une seule onde négative, on l'appelle complexe QS. Et c'est un équivalent d'une onde Q. On revient toujours sur le point G. C'est un point, une notion très importante parce que c'est à travers ce point J qu'on va analyser le segment ST. S'il est sus-décalé, sous-décalé ou isoélectrique par rapport à la ligne de base. Pardon. Il faut savoir qu'à la ligne base, c'est d'un point de vue pratique, c'est-à-dire on utilise le segment entre l'onde T et l'onde P. C'est le segment qui est généralement isoélectrique et n'est pas perturbé lors de différentes pathologies. On peut aussi utiliser le segment PR. Il faut savoir, dans certaines pathologies, par exemple, comme dans les péricardiques, on peut avoir un PR qui est à l'état de base sous-décalé.
Mais le segment, généralement, entre lente T et lente P, généralement, il est toujours isoélectrique, suivant la ligne de base. Et il faut toujours dire que le segment ST, c'est la base de la classification des syndromes coronariens aigus. Ici, certains exemples qu'on voit ici. Dans l'exemple à gauche, complètement à gauche, vous avez un point J qui est quasiment isoélectrique, avec un léger décalage. L'exemple du milieu, vous avez un point J qui est surélevé, c'est-à-dire on a un sus-décalage segment ST. Et l'exemple à droite, vous avez un sous-décalage, le point J est sous-décalé avec sous-décalage segment ST, et le sous-décalage a tendance à être descendant. Ici, à gauche, vous avez une antenne négative. Mais pour ce qui est segment ST, le point J, il est isoélectrique. Le schéma du milieu, le point J est légèrement sous-décalé, c'est-à-dire en conclusion, on a un sous-décalage de 0,5 mm segment ST. Et dans le schéma à droite, c'est généralement, vous voyez, lente P ici, elle est négative. C'est un aspect du complexe QRS de l'AVR. Et ici, vous avez un léger décalage de point J. Pardon. Pour ce qui est du segment ST, comme on a dit, il faut essayer toujours de le comparer au segment TP, c'est-à-dire en lente D et P. Et c'est ce segment TP qui généralement est toujours isoélectrique. C'est une règle à suivre, c'est-à-dire dans l'analyse visuelle d'un tracé ECG, quand on analyse la repolarisation, il faut généralement comparer le segment ST en termes de sous-décalage par rapport au segment TP. C'est une notion très importante. Ici, je vous mets quelques exemples pour essayer de voir est-ce qu'on a un sous-décalage ou non. Dans le premier exemple à gauche, on n'a pas de sous-décalage. Dans les deux exemples suivants, on a un sous-décalage qui est léger mais existant. Dans le quatrième exemple, on a ici, comme vous voyez, le complexe QRS bizarre, dans un autre item, qui est sous-décalé. Après la reconnaissance de la trouble de la repolation, il faut reconnaître le syndrome coronarien aigu en 2 points. Savoir quoi regarder et aussi savoir où regarder. C'est une notion importante pour rendre l'interprétation de l'électrocardiogramme plus académique et en tirer le maximum d'informations possibles. Reconnaître les syndromes coronariens aigus, c'est-à-dire, grosso modo, savoir quoi regarder. On a des définitions bien précises. C'est la définition d'un syndrome coronarien avec sous-décalage segment ST, c'est-à-dire sous-décalage segment ST dans au moins 2 dérivations, supérieures à 2 mm dans les dérivations précordiales et 1 mm dans les dérivations périphériques, et à l'équivalent BBG récent, plus critère de Scarbosa. Et le syndrome coronarien sans sous-décalage segment ST, c'est-à-dire soit un sous-décalage transitoire, non persistant segment ST, soit sous-décalage segment ST, et soit des anomalies isolées de lente T, avec une petite remarque. On peut introduire le CG normal dans le cadre de syndrome coronarien sans sous-décalage. Ici, vous avez schématiquement des exemples des différents types de sous-décalage. Le sous-décalage à gauche, en haut, c'est un sous-décalage important, mais une tendance concave. Le deuxième à gauche, en bas, il est horizontal. Et les deux, à droite, celui d'en haut et d'en bas, sont convexes. Il faut savoir
que plus le sus-décalage est de grande amplitude et à caractère convexe, la convexité par rapport à une vue d'en haut, plus il témoigne d'un caractère d'ischémie coronaire. Pardon. Ici, sur le plan pratique, on vous met quelques exemples d'électrocardiogramme. Comme dans cet électrocardiogramme, je vous laisse quelques instants pour analyser. Ici, on a sus égal à segment ST dans certaines dérivations. Ici, on a sus égal à segment ST en D2, D3 et AVF. Il faut reconnaître les syndromes coronaires aigus, comme on a dit, savoir où regarder. C'est-à-dire, on a un tracé ECG, qu'est-ce qu'on doit regarder pour reconnaître les syndromes coronaires aigus? On a vu que les syndromes coronaires aigus se traduisent par des anomalies de grade 1, 2, 3. C'est des anomalies touchant l'anté, le segment ST et le QRS. Le CG est basé sur des dérivations. On a les dérivations périphériques et des dérivations précordiales. La somme de ces dérivations précordiales et des périphériques peut nous donner une vue d'ensemble de l'activité électrique de l'ensemble du cœur. Il ne faut pas oublier la règle qu'on a déjà citée au début. L'électrocardiogramme doit être rigoureusement complet. Ça veut dire qu'on doit avoir les 17 dérivations, les 12 dérivations standards, plus les dérivations bassales et droites. Les dérivations traduisent des territoires bien donnés. On a les dérivations périphériques, D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF. Et péricordiales, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Avec une autre particulière, pour l'AVR. L'AVR, c'est une dérivation beaucoup plus utile, par exemple pour calculer l'axe. Mais elle n'a pas d'utilité réelle, elle ne représente pas un territoire myocardique à proprement parler. Si vous avez une photo de la mise en place de différentes dérivations précordiales et dérivations du bras droit et du bras gauche, vous doit bien entendu le patient doit être reposé, calme. Ici, comme vous voyez, le CG est réalisé pas au niveau de l'hôpital, mais chez le patient lui-même. C'est-à-dire, autant le syndrome coronaire de douleur thoracique est une urgence, autant il faut ne pas perdre de temps pour faire le diagnostic. Pour savoir localiser la maladie coronaire, il faut connaître la relation entre territoire coronaire et vascularisation. Il faut savoir que l'artère interventriculaire antérieure vascularise le territoire antérieur, antéroseptal, que ce soit dans les étages basal, médian ou apical, et la coronaire droite, le territoire inférieur et généralement inféroseptal, et la circonflexe, l'inféro et l'antérolatéral. Et ça a une traduction bien précise. Le CG nous donnera une idée sur les territoires électriques touchés, et par contiguïté, on peut, à travers le CG, connaître l'artère potentiellement coupable. Si vous avez une atteinte antéroseptale à l'ECG, en sachant que ce territoire équivaut à une atteinte de l'interventriculaire, c'est-à-dire, à travers l'ECG, on peut suspecter une atteinte touchant l'artère interventriculaire antérieure. Différents territoires, vous avez de V1, V4, territoire antérieur,
D1 VL, V5, V6 latéral, D1 VL de V1 V6 antérolatéral, antérieur étendu, de V1 V3 territoire antéro-septal, D2 D3 VF c'est l'inférieur diaphragmatique, D1 AVL V5 V6 et D2 D3 VF l'inférolatéral, V7 V9 le postérieur, et D2 D3 VF V7 V9 c'est le postérieur étendu. C'est-à-dire, à travers l'élévation électrique, on peut suspecter l'artère coupable. C'est-à-dire, les anomalies en V1, V2 et V3, c'est généralement témoignent d'une atteinte de l'artère interventriculaire antérieure. V4, territoire apical, c'est IVA au crâne à droite. Le territoire latéral, c'est des V5, V6, D1, VL, généralement c'est la circonflexe. Le territoire inférieur D2, D3, VF et postéro-basal, V7, V9, c'est soit la cornée à droite, soit la circonflexe. Et le ventricule droit, c'est-à-dire les anomalies au niveau de l'élévation droite, V3R, V4R, témoignent d'une atteinte de l'artère coronaire droite. C'est-à-dire, vous voyez l'utilité, c'est-à-dire à travers l'électrocardiogramme, on peut suspecter l'artère malade. L'électrocardiogramme, il faut l'assimiler comme un appareil photo qui est en train de nous donner un cliché sur les différentes facettes du myocarde, partie du myocarde. C'est-à-dire le territoire inférieur, on l'explore à travers l'intervention des D3 AVF. C'est-à-dire comme on prend une photo d'en bas du myocarde, c'est-à-dire la partie inférieure du myocarde, en sachant que l'intervention des D3 AVF, c'est au niveau de la jambe gauche. Et on pourra, à travers ces trois déviations, explorer la partie inférieure du myocarde. Ce que nous voyons en vert. D'autres dérivations explorent d'autres parties du myocarde, selon qu'on soit, c'est-à-dire on pourra avoir une photo du myocarde, c'est-à-dire à travers l'électro, c'est-à-dire en plaçant des électrodes sur le corps du patient, on aura une idée de ce qui se passe au niveau du myocarde. Par exemple, les dérivations D1 AVL, c'est comme si on avait un appareil photo du côté gauche du patient, du bras gauche du patient. Ça va explorer le côté, la paroi latérale haute du myocarde. Ça nous donnera une idée sur ce qui se passe, sur la polarité de cette zone. Est-ce qu'elle est normale ou est-ce que, pour une raison ou une autre, ici, l'objet du sujet, c'est les modifications dues à la maladie coronaire, les saignements coronaires aigus, est-ce qu'on a des anomalies? On a les dérivations V5, V6, c'est des dérivations précordiales, ils vont explorer la paroi latérale basse du myocarde. Alors, si vous vous rappelez, les mises en place des dérivations, différentes dérivations. V5, V6, c'est au niveau vous avez les dérivations V4, V3, V4, ça va nous permettre d'explorer la paroi antérieure du myocarde. Comme vous voyez, à travers l'électrocardiogramme, on peut avoir une idée sur ce qui se passe au niveau du myocarde, partie par partie, ce qui est une notion très importante et très utile, en sachant que l'électrocardiogramme, c'est une exploration d'un appareillage qui a été développé il y a plus d'un siècle. Et les notions de base sont les mêmes depuis quasiment sa découverte et sa mise en marche.
et ses différentes dérivations, chacune témoigne d'une localisation d'un territoire et à travers ce territoire électrique, par la suite myocardique, on peut suspecter, comme on l'a dit, telle ou telle artère touchée. Comme ici, V3, V4, c'est dans le territoire de l'artère interventriculaire antérieure. Pour le V1, V2, c'est l'exploration de la partie septale du myocarde. C'est-à-dire, ça explore le septum. Et le septum, c'est l'artère interventriculaire antérieure. Et c'est les territoires généralement des artères septales qui naissent de l'artère interventriculaire antérieure, c'est-à-dire des lésions qui touchent les artères septales, bien entendu, l'artère mère à travers laquelle naissent ces artères, c'est l'artère interventriculaire antérieure. C'est-à-dire, si on fait l'ensemble de ces différentes dérivations, on aura une idée d'ensemble sur le myocarde. Sans oublier, ici on n'a pas cité, territoire basal du myocarde, à travers V7, V8, V9, c'est-à-dire dans la partie dostale, c'est-à-dire on va photographier le myocarde de dos, et aussi les dérivations V3, V4R qui nous donneront une idée, une photo de la partie ventriculaire droite du myocarde. La sommation de toutes ces dérivations donnera une vue d'ensemble de tout le myocarde. Et, c'est-à-dire, comment reconnaître des anomalies, c'est-à-dire, on associe des dérivations qui reflètent un territoire donné. C'est-à-dire, les dérivations à un code couleur, les dérivations des RVL vont entre eux, avec les V5, V6, les dérivations D2, D3, AVF vont de pair, les dérivations V1, V2 vont de pair, V3, V4 de pair, et à travers cela, on aura, c'est-à-dire, même si sur le sujet, ces dérivations ne sont pas forcément côte à côte, il faut les regarder de pair parce qu'elles témoignent de localisation myocardique donnée. C'est-à-dire ici, sur un électrocardiogramme, on encercle les différentes dérivations. C'est-à-dire quand on évalue un électrocardiogramme, c'est-à-dire quand on voit D1, on voit AVL en même temps, D2, D3, AVF en même temps, V1, V2, V3, V4 en même temps, et V5, V6 en même temps parce qu'elles traduisent les territoires donnés. Ici, l'AVR, comme on a dit, n'a pas d'importance sur le plan localisation. D'accord. Et, bien entendu, l'interprétation électrique en territoire, ça touche les troubles à repolarisation et c'est-à-dire localisation coronaire, c'est-à-dire c'est surtout pour la maladie coronaire. Ici, un ECG, le même ECG que tout à l'heure, si ici il y a toujours le sous-décalage en D2, D3, AVF et un sous-décalage en D1, AVL, V2, V3, V4, V5 et plus ou moins V6, ici on peut dire que c'est un courant de lésion sous-épicardique dans les territoires inférieurs, D2, D3, AVF, et ici l'artère coupable possible, c'est-à-dire l'artère qui vascularise le territoire inférieur, c'est soit la coronaire droite, soit l'artère circonflexe. Ici un autre exemple d'un ECG. Ici on a le sous-décalage segment ST en
V1, V2, V3, V4. C'est un idéal antérieur, c'est-à-dire avec l'atteinte de la partie antéroseptale et apicale du myocarde. Ici, l'artère coupable qui vascularise le territoire de antéro-septo-apicale, c'est l'artère interventriculaire antérieure. Un autre exemple, ici toujours, on a un susdécalage segment ST en V1, V2, V3 et V4. Ici, même chose, territoire antéro-septo-apical et la lésion coupable, c'est l'artère interventriculaire antérieure. Ici, un autre exemple. On a un susdécalage segment ST en D2, D3, AVF, pardon, susdécalage segment ST en V1, V2, V3 et V4, V5. C'est-à-dire, le susdécalage en V6 n'est pas très apparent, mais on a aussi en D1, VL. C'est un syndrome ST plus en antérieur et en latéral, avec un susdécalage segment ST en D3 et AVF. Ici, c'est le territoire de l'artère interventriculaire antérieure. Ici, un autre exemple. Le sous-décalage, il est où? Et en D2, D3, AVF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un syndrome coronaire aigu avec sous-décalage segment ST dans le territoire inférieur, est témoin d'une atteinte de l'artère coronaire droite, c'est-à-dire une occlusion de l'artère coronaire droite ou de la circonflexe, c'est-à-dire la lésion coupable ici, c'est coronaire droite du circonflexe. La notion d'image en miroir, c'est une notion très importante dans le syndrome coronaire ST+, c'est-à-dire quand une artère est occluse, c'est-à-dire qu'on a vu son territoire est atteint d'une lésion sous-épicardique, avec une modification absente de polarité dans cette région, aboutissant à un sous-décalage segment ST. Le myocarde comporte des territoires qui sont, si je peux me permettre de dire, en miroir, c'est-à-dire il y a un territoire en face d'un autre. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les dérivations inférieures, D2, D3, AVF, et de l'autre côté, D1, AVL, et différentes précordiales. C'est-à-dire, quand vous avez un sous-décalage d'un côté, théoriquement, vous aurez de l'autre côté un sous-décalage. Il faut bien s'expliquer. Le sous-décalage de l'autre côté ne témoigne pas d'une lésion ischémique sous-endocardique. C'est uniquement, il témoigne de l'image en miroir du sous-décalage dans le territoire de l'artère occluse. C'est-à-dire le territoire d'en face n'est pas en souffrance myocardique. Mais sur le plan électrique, on aura un sous-décalage segment ST, comme ici. Vous avez ici un sous-décalage segment ST en D2, D3, AVF, et vous avez un sous-décalage segment ST en D1, AVL. C'est-à-dire ce sous-décalage segment ST en D1, AVL, on l'appelle image en miroir du sous-décalage segment ST en D2, D3, AVF. Et l'image en miroir est très importante parce qu'elle nous conforte dans notre diagnostic de syndrome coronaire aigu avec sous-décalage segment ST. Elle conforte le fait que le sous-décalage dans les dérivations de l'infarctus est vraiment un sous-décalage ischémique. Parce que les sous-décalages dus à d'autres pathologies, par exemple comme la péricardique, ne sont jamais accompagnés d'images en miroir. Ici, vous avez un sous-décalage dans la direction antérieure, D1, V1, V2, V3, V4, V5, V6, un peu V6, et surtout D1, VL, et l'image en miroir, elle est en D2, D3 et AVF. C'est une notion très importante à prendre en considération.
Ici, un ECG où on a un sus-décalage C-ST en interacceptal, vous avez un sus-décalage surtout en V1, V2, plus ou moins V3 en T positif. Ici, l'image miroir, elle n'est pas très évidente, mais elle existe. Comme le sus-décalage est très important en V1, V2, le sous-décalage image en miroir n'est pas très franc en D2, D3, AVF, mais quand même, ça vous aide dans le diagnostic. Parce que comme on a déjà dit dans la définition de C-décalage avec sous-décalage C-ST, le sous-décalage doit comporter plus de 2 mm dans les procordiales, c'est-à-dire quand on est limite 2 mm, l'image en miroir est d'un apport qui est conséquent. Ici, on a un C-décalage ST+, avec sous-décalage en inférieur, D2, D3, AVF, et on a l'image en miroir dans les dérivations latérales D1 VL, de même que en V2 et V3. Ici, un exemple d'un ECG en rapport à un cornet aigu avec sous-décalage segment ST. Ici, la particularité, vous avez sous-décalage segment ST de V1 à V6 et en D1 VL, c'est-à-dire c'est un cornet aigu avec sous-décalage segment ST en antérieur étendu. Vous avez le sous-décalage, il est toujours important, c'est-à-dire on est toujours dans la phase aiguë, mais quand vous avez les entités qui commencent à se négativer, surtout en V2, V3, vous avez des amplitudes de nécrose profonde, c'est-à-dire on est au-delà de la 6e heure. Un autre exemple, ici, vous avez un sus-décalage segment ST en V6, D1 VL, et vous avez l'image en miroir, surtout en D2, et surtout en D3 AVF, c'est-à-dire c'est un infarctus du myocarde en latéral avec image en miroir en inférieur. Ici, un autre exemple d'électrocardiogramme. Vous avez un sous-décalage segment ST en D2, D3 AVF, c'est-à-dire 531 avec sous-décalage segment ST en inférieur, avec une image en miroir, surtout en V1, V2 et V3, plus ou moins V4. Chez un sujet de 38 ans. Ici un autre exemple. Vous avez un sous-décalage segment ST en D2, D3, AVF. Et comme vous voyez ici, l'image en miroir, elle est plus caricaturale et plus profonde que le sous-décalage segment ST. C'est-à-dire, comme vous voyez, le D1 et l'AVL, c'est vraiment l'image en miroir du D2, D3, AVF. Et le sous-décalage, l'image en miroir en V1, V2, V3 est aussi très important. Comme vous voyez ici, on a aussi un sus-décalage en V6. Ici, et V5, c'est-à-dire c'est un segment coronaire plus en inférieur et latéral, c'est inférieur latéral. C'est soit la circonflexe, soit la coronaire droite dominante. Ici un autre exemple, les sus-décalage segment ST en V1, V2 et V3 et en D2, D3 AVF, c'est-à-dire vous avez un courant d'éjection pécardique en antéroseptal et en inférieur. Cela définit un territoire commun, on l'appelle septal profond, c'est-à-dire l'association de la segment ST en V1, V2, V3 et D2, D3 AVF témoigne d'un segment avec segment ST en septal profond. Maintenant, ici un autre exemple où on a l'association d'un sus-décalage segment ST avec un trouble conductif. Ici, en V1, V2, V3, vous avez un bloc de branche droit.
vous avez le sus-décalage segment ST en V1, V2, V3, c'est-à-dire on a un IDM en antéroceptal. L'image est miroir ici, elle est en D2, D3 et AVF. Ici un autre exemple, mais ici on n'a pas de sus-décalage du segment ST. Sus-décalage segment ST n'est pas apparent, mais ici on a un sous-décalage du segment ST. Il est évident, surtout en V4, V5 et V6. On a aussi en D2, AVF. Ici, c'est beaucoup plus un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage MST. Et une notion importante ici, quand vous voyez dans la dérivation AVR, on a un sus-décalage et il n'est pas pris en compte comme syndrome coronarien avec sus-décalage parce que, comme on a dit, dans l'interprétation, l'AVR ne traduit pas un territoire myocardique défini. Il faut savoir que le sus-décalage segment en AVR concomitant de sous-décalage segment ST dans les autres définitions témoigne d'un syndrome coronarien sans sus-décalage segment ST à haut risque d'un point de vue électrique. Ici un autre exemple, une IDM inférieure à H4, vous voyez un sus-décalage segment ST en D2, D3 et AVF. L'image est miroir, elle est en D1, AVL, V1, V2, V3. Un autre exemple ici, on a un sus-décalage segment ST qui est net de V2 à V5 et des A à VL, c'est-à-dire c'est un IDM en antérieur et latéral. Ici aussi, vous avez l'image en miroir qui est surtout notable en D2, D3 plutôt, pardon, et en AVF. Ici, c'est un IDM en antérieur, c'est-à-dire antérocepteur apical, mais ici aussi, le sus-décalage, il est en latéral D1 AVL. Un autre électrocardiogramme, vous voyez, il faut voir aussi bien les troubles de la repolarisation à type de sus-décalage que de sous-décalage. Ici, il y a une notion importante. Chez ce patient, on aurait vu l'onde par D si on aurait fait un V7, V8, V9. C'est-à-dire le V1, V2, V3, c'est l'image en miroir d'un IDM basal, avec sus-décalage en V7, V8, V9. Un autre exemple ici, on a un sus-décalage segment ST dans les déviations, toutes les déviations précordiales et en D1 AVR. C'est-à-dire c'est un IDM antérieur étendu avec image en miroir en inférieur en D2, D3, AVF. Maintenant ici, à vous d'interpréter, je vous laisse cette ECG. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut analyser aussi bien le segment ST collant T, rechercher les sus-décalages et les sous-décalages. Ici, c'est un tracé avec rythme sinusal. Vous avez des ondes Q pathologiques en D2, D3 AVF, V7, V8, V9. Vous avez des ondes R amples et un segment sous-décalé en V1, V2, V3, V3 et sus-décalé en V6, V7, V8, V9. Ce patient a 52 ans, il faut un infarctus inférieur. La coronographie confirme chez lui une occlusion de la branche marginale d'artère circonflexe, c'est-à-dire le diagnostic à retenir ici, c'est un syndrome coronarien avec sus-décalage segment ST en postérieur latéral.
Deuxième exemple. Ici, on a un rythme sinusal régulier, avec distrait trouble pour conduction intraventriculaire droit. C'est un patient de 57 ans avec précardiologie. On a des antés négatifs, pointus et symétriques en D2, D3, AVF, et positifs pointus symétriques V1, V2, V3. Chez ce patient qui est en angor instable, c'est un emprunt sensible des caractéristiques, coronographie, on retrouve une sténose sévère monotronculaire de la corne droite. On a sur le plan électrique un aspect d'ischémie sous-épicardique en inféro postérieur. Ici un autre électrocardiogramme. On a des antés négatifs, pointus et symétriques de V1 à V5, D1 VL, elles sont géantes en V2. Ces patients de 46 ans, c'est présent. C'est un patient de 46 ans qui a une douleur thoracique. Il y a ce qu'on appelle un syndrome de l'ivia proximale avec sténose hyperserrée de l'ivia proximale. Sur le plan électrique, vous avez une ischémie sous-épicardique, territoire précordial de V1 à V5, V6, V6. Ici un autre électrocardiogramme. Chez cette patiente de 83 ans qui souffre d'un angor instable, c'est mon premier sur le ST, vous avez des antés symétriques pointues négatives, donc une dérivation sauf en AVR. Elles sont même géantes, par exemple en V4, supérieure à 10 mm, c'est-à-dire ischémie sous-épicardique quasiment circonférentielle. Sur la coronographie, on a une atteinte bitronculaire avec sténose serrée de l'artère interventriculaire antérieure et de la coronaire droite. Ici, un autre CG. Ici, dans cette ECG, vous avez un sus d'éclairage à partir du point de J, de moins 2 mm, V2, V3 avec V4, avec des ondes T grandes. Tracé et enregistré chez un patient de 41 ans, tabagique, 50 minutes après l'apparition d'une douleur rétrosternale constrictive.
irradiant vers le bras gauche et le cou. La coronographie montre une subocclusion de l'IVA moyenne qui sera dilatée. C'est-à-dire c'est un syndrome coronaire avec décalage segmenté en interoceptal sur atteinte de l'IVA moyenne traitée très précocement. Un autre exemple, vous avez un sous-décalage, segment ST de 1 mm, oblique descendant de V4 et V5, orienté pointillé symétrique V2 et V3. C'est un syndrome sans sous-décalage segment ST. C'est un patient de 43 ans qui se plaint de douleur rétrosternale, secondaire à une sténose monotronculaire de la circonflexe, retrouvée à la coronographie. Un autre exemple d'électrocardiogramme, ici, comme vous voyez. C'est un rythme sinusal avec sous-décalage segmenté en D2, D3 AVF. Sous-décalage, il y a un D1 VL, V4 AV6, image en miroir. C'est une douleur thoracique, H3, modérée sans irradiation, d'un homme de 67 ans. C'est-à-dire c'est un syndrome coronaire avec sous-décalage segment ST, sur occlusion de la corne droite à sa partie proximale sur la coronographie. Un autre exemple, ici comme vous voyez, ici le tracé ECG est un peu perturbé parce que des fois, avec l'intensité de la douleur thoracique, le patient n'arrive pas à rester complètement calme et immobile pour faire un tracé ECG parfait. Et dans certains cas, il faut faire avec et essayer d'interpréter même certains ECG. Ici, dans sa partie terminale, vous avez un ECG qui est perturbé, la ligne de base n'est pas complètement isoélectrique. C'est un homme de 45 ans qui est au-delà un petit peu de H1 de la douleur, qui a suivi à la segment ST, et surtout des ontés amples, pointues, de V2 à V6 et en AVL, avec ontés amples principalement. Ce décalage segment ST, immersion mouvement D2, D3 AVF. Ce patient a été thrombolisé et par la suite, la coronarographie a montré une sténose proximale de l'IVA. C'est-à-dire, c'est un syndrome coronaire aigu avec segment ST, avec succès de la thrombolyse. Un autre électrocardiogramme. Un autre exemple d'un électrocardiogramme d'un patient qui a une douleur thoracique.
Ici, on a une tachycardie sinusale avec un sous-décalage segment ST associé à des amplitudes nécroses. Bon, vous avez un VK de V1 V4, V5 V6 et des 1 VL. C'est-à-dire un syndrome coronarien aigu avec sous-décalage segment ST en antérieur étendu. Ces patients pendant réussi à montrer une occlusion de l'iliaire proximal et l'antérieur trajectoire antérieur étendu traduit une atteinte dépassant les 50% du myocarde. Elle est souvent associée à un retentissement ionique important. Chez ce patient, on a un choc cardiogénique à partie initiale avant reperfusion. Ici, vous avez un autre exemple de malade avec du syndrome coronarien. Ici, cet ECG traduit bien l'intrication de une, deux, voire plusieurs pathologies sur un même ECG. Ici, on a un syndrome coronarien aigu avec sous-décalage segment ST dans le territoire inférieur, compliqué d'un bloc auriculoventriculaire. Vous voyez une dissociation complète entre l'activité des ondes P. Vous avez plusieurs ondes P qui ne sont pas suivies de manière régulière de QRS. C'est la différenciation même d'un bloc auriculoventriculaire complet, dissociation complète. C'est assez fréquent de le voir dans les syndromes coronariens aigus. Il peut être soit, heureusement, en grande partie d'origine vagale, surtout dans les idèmes inférieurs, et il régresse sous traitement. Maintenant, pour conclure, ce qu'il faut retenir, il y a certaines notions qu'il faut connaître, qui peuvent aider dans notre interprétation de l'électrocardiogramme, dans le contexte de douleur thoracique et dans le contexte de syndrome coronarien aigu. Tout d'abord, il faut savoir que toute modification du segment ST, de l'onde T ou un allongement du QT traduisent, jusqu'à preuve du contraire, une pathologie avec possibilité d'évolution défavorable et très court terme. C'est-à-dire, il faut ne pas prendre à la légère ces anomalies lors d'un ECG. C'est-à-dire, s'il y a des modifications de la repolarisation, il faut rester toujours alerte, bien interroger le patient et ne pas passer à côté d'un diagnostic d'un syndrome coronarien aigu. C'est des notions importantes parce que ça a des implications thérapeutiques et pronostiques importantes. Une deuxième notion, c'est-à-dire nosologique, les modifications de ces éléments ST témoignent de lésions, les modifications de l'onde T témoignent d'ischémie. Et c'est un consensus universel. La troisième notion, il faut savoir que tout sous-décalage du segment ST traduit, jusqu'à preuve du contraire, une baisse du débit coronaire. C'est-à-dire, le sous-décalage segment ST, comme on a dit, peut entrer dans le cadre du syndrome coronarien sans sous-décalage segment ST. Bien entendu, il y a une multitude de pathologies, de situations qui peuvent donner un sous-décalage segment ST. Il faut savoir que, en plus du sous-décalage segment ST, c'est la notion, la labilité du segment ST qui témoigne d'un sous-décalage segment ST. Une autre notion, un sous-décalage segment ST un sous-décalage segment ST est d'autant plus ischémique qu'il est horizontal et non ascendant.
c'est-à-dire les sous-décalages les plus à suspecter d'origine ischémique, c'est les sous-décalages horizontaux et descendants. Cinquième notion, une onde T normale est toujours asymétrique. C'est-à-dire quand une onde T est symétrique, il faut suspecter une origine ischémique. Une onde T est d'autant plus ischémique qu'elle est symétrique et pointue. Et bien entendu, aussi l'amplitude joue un rôle à prendre en compte. Une onde T normale est positive dans l'ensemble des dérivations, à l'exclusion de la VR. Septième notion, une onde T est négative ou plate en V1 dans 20% des cas. Une onde T est inversée en V1 et V2 dans 5 à 10% des cas. Il faut savoir que cela est en rapport aussi avec l'âge. Il faut savoir à la naissance, généralement, le nouveau-né, par la suite les nourrissants, ils ont des ondes T négatives qui peuvent aller jusqu'à V4, V5, même V6. Ça traduit le déséquilibre entre les ventricules. C'est-à-dire, dans la période fœtale, le ventricule droit est important. Et après la naissance, la prédominance du ventricule gauche va donner toutes les sortes, la positivisation des ondes T qui va commencer par V5, V4, V3 et remonte, qui peut aller jusqu'à V1, voire maintenant. Huitième mention, une onde T positive en V1 et négative en V2 est toujours anormale. Puisque la notion de repositisation après la naissance des ondes T en précordial, elle va de V5 vers V1. C'est-à-dire une onde négative en V2 et positive en V1 est anormale. Ça témoigne probablement d'une ischémie en V2. Une onde T négative en V4, V5 et V6 est toujours anormale. Il faut bien s'expliquer. Anormal ne va pas dire forcément insuffisance coronaire. Ça peut être dû à d'autres pathologies. La plus fréquente, c'est les troubles à la polarisation en rapport, par exemple, à une hypertrophie ventriculaire gauche, dans le cadre d'une valvulopathie ou d'une cardiopathie hypertensive. Dernière notion, une onde T peut être physiologiquement négative, isolément, en détroit, sous couvert d'une concordance avec son QRS. C'est-à-dire en T négatif en détroit, mais à condition que le QRS en détroit soit aussi négatif. Et je vous remercie, j'espère que